Eva Joly, bonjour. Vous êtes Bonjour. députée, je le rappelle, européenne, Verts, Alliance Libre Europe. Le groupe des Verts vient de rendre public un rapport qui évalue l'accord entre la Turquie et l'Union européenne sur les migrants. On va voir si c'est un accord. D'ailleurs, rien que le mot accord déjà est discutable. Exactement. On va en parler. Alors, qu'en est-il concrètement des conséquences de cet accord? C'est la question que vous vous posiez au départ. On rappelle qu'il a été signé en mars 2016, cet accord, il y a donc un peu plus de 2 ans. Alors, j'allais dire, en préalable, comment vous avez fait pour établir ce rapport? Sur quelle base concrète? Sur quelles observations est-ce que vous l'avez établi? Alors, nous avons demandé à 2 avocates qui interviennent dans le cas des réfugiés en Grèce de nous dire ce qui se passait réellement à l'intérieur. C'est évidemment déjà une question, comment est-ce qu'on accède à ces camps? Parce que vous savez que certains de ces camps sont fermés aux journalistes. On va le dire parce que le mot a été employé, etc. Les fameux hotspots, c'est ce qu'on appelle. Les hotspots. Donc il s'agit d'avocates qui ont travaillé dans ces hotspots et elles ont étudié 40 dossiers. Alors je ne peux pas vous dire exactement comment ils ont choisi ces dossiers, mais c'est donc un rapport qui a été fait à partir des cas très concrets. C'est donc de l'empirie et c'est ça qui est intéressant parce que là, ce ne sont pas les déclarations d'intention, mais c'est la réalité. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas un traitement individualisé des demandes des réfugiés. C'est traité en gros. Et en fait, notre agence de support à l'asile, qui est composée de fonctionnaires européens, n'examine en réalité pas chaque demande d'asile politique. Il se contente de constater que la personne a traversé la Turquie, vient de Turquie, elle constate que la Turquie est un pays sûr et elle décide de le renvoyer. Et donc, nous sommes dans le cadre de cet échange qui a eu lieu entre l'Union européenne et la Turquie en mars 2016. Et donc, il faut bien voir que ce n'est pas un accord, ce n'est pas un règlement, ce n'est pas une directive. La question des réfugiés... Vous direz quoi, un arrangement, quoi, une sorte d'arrangement? Voilà, c'est au coin d'une table entre la présidence de l'Union, à l'époque, c'est les Néerlandais, c'est les libéraux néerlandais au gouvernement, qui, avec Erdogan, signent cet accord, qui donne 3 milliards à la Turquie pour continuer à gérer les points d'arrivée et qui décide que pour chaque Syrien renvoyé en Turquie, la Turquie va réinstaller en Europe un Syrien demandeur d'asile qui se trouve dans un camp. Et on constate avec ce rapport que l'objectif qui était de faire tarir sans doute le flot et de renvoyer très rapidement les Syriens en Turquie, bon, ça ne marche pas, aucun objectif n'est atteint. Et par contre, on viole, et c'est ça qui est grave, on viole les fondamentaux de l'Union européenne, le respect des droits internationaux et le respect des droits des personnes vulnérables qui se trouvent en Grèce. On va revenir en détail effectivement sur ces constats-là. Rappelons tout de même que cet accord, cet arrangement a été passé en dehors de tout contrôle démocratique tout de même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, le Parlement européen par exemple, n'a pas été associé à cette... Absolument. Et ceci alors que nous étions en train de renégocier les accords de Dublin. La directive qui règle cette question depuis plus de 20 ans, nous l'avons renégociée entre nous à partir de la commission de la proposition de la Commission. Et le texte de la révision de l'accord de Dublin est un très bon texte qui a été adopté très majoritairement par ce Parlement et qui instaure des voies sûres d'immigration et qui tient compte aussi des désirs des migrants. S'ils ont des liens familiaux au Danemark, qui vont prioritairement être affectés au Danemark, par exemple. Donc, ce texte existe, mais il est bloqué au Conseil. Et donc, le Conseil, plutôt
que d'engager le trilogue avec le Parlement et régler le problème. Je veux dire, en tout cas, régler l'instrument juridique qui règle la situation, se contente d'un petit accord. Un petit arrangement avec finance à la clé. Avec finance à la clé. Donc on paye la Turquie pour faire de la rétention de Syriens. Clairement, on peut le dire comme ça. Ouais. Parlons aussi, parce que ça a été l'un des constats qui a été fait dans ce rapport, qui est long, qui est complet, disons-le, des conditions de vie aussi, tout simplement, dans les hotspots. Des conditions de vie, je crois, le mot n'est pas trop fort, épouvantables, dans ces camps. Et où en fait, contrairement au droit international, où il est clairement dit que les réfugiés ne doivent pas être détenus, dans les camps, ils sont détenus. Et la Grèce a transformé les îles, et notamment l'île de Lesbos, en prison à ciel ouvert, parce qu'elle sait bien que si elle transportait les migrants sur le continent, elle ne pourrait pas les renvoyer en Turquie. Elles veulent rester dans le cadre de ce petit accord que l'Union européenne a avec la Turquie pour renvoyer le plus vite possible. Une île de transit, quoi, en réalité. Une île de transit. Et donc, on l'habille un peu, mais la réalité, c'est qu'on viole absolument tous les accords internationaux et toutes les règles de protection. Accès au droit, accès au conseil, accès à un cours d'appel pour les décisions, tout ça, ça n'existe pas. Vous diriez, ces hotspots, spécialement sur Lesbos dont vous parlez, qui est une île isolée de la Grèce, très proche de la Turquie, isolée de la Grèce, vous diriez qu'on est à moitié dans des zones de non-droit international, mais paradoxalement, où il s'agit d'un personnel de fonctionnaires européens qui travaillent. C'est ça, là. C'est ça qui est évidemment très, très choquant. C'est que cet échange de lettres entre le Conseil et Erdogan n'est pas un accord. C'est comme vous le disiez, ça n'a pas été discuté par le Parlement, il n'y a pas eu de contrôle démocratique. Et surtout, on ne s'est pas attaché à ce que, en tout état de cause, on va respecter le droit international, c'est la protection des réfugiés. Il y a bien une phrase dans cette lettre d'échange qui dit que nous allons respecter le droit international, mais notre étude montre bien que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. L'autre aspect, c'est... Et d'ailleurs, une chose à signaler, c'est que les États-Unis, non, le Haut Commissariat aux réfugiés s'est retiré lorsque l'Union européenne a passé cet accord. Oxfam s'est retiré. Donc, le HCR n'était pas d'accord, quoi. Non. Et donc, ça veut quand même dire que l'état du droit positif n'est pas assez bon. Il y a d'autres propositions aussi qui voient le jour à l'heure actuelle en Europe sur cette façon de traiter les migrants venant des États. Vous avez des exemples, Evangélie, je crois? Absolument. J'avais lu dans la presse norvégienne que Løkke Rasmussen, le Premier ministre danois, avec les Suédois, veulent créer des camps à l'extérieur de l'Union européenne dans lesquels on mettrait ceux qui demandent l'asile et ceux à qui on a refusé le statut de réfugié politique. Cette proposition a rencontré l'appui de l'Autriche et cela est très inquiétant parce que nous savons qu'au 1er juillet, c'est l'Autriche qui prenne la présidence de la Commission. Et donc ils sont très concrets parce que l'Autriche propose que ces camps soient créés à Kosovo et en Albanie. Et je vérifie... Pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, bien sûr. Et donc, ni le Kosovo ni l'Albanie ne font partie de l'Union européenne, mais ils sont candidats pour devenir membres de l'Union européenne. Et c'est surtout des pays très pauvres. Le Kosovo a un produit intérieur brut de 6,6 milliards. Donc pour elle, les 3 milliards qui a eu la Turquie, elle se dit peut-être que c'est une nouvelle industrie. Bien sûr. Et donc on voit que cette idée, elle fait écho aussi à une proposition que le même Premier ministre libéral danois avait fait. Il avait proposé de faire des camps
dans des îles danoises sur lesquelles le Danemark a la souveraineté, mais qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, comme les îles Féroé. Eh oui. Et donc voilà, on va aller dans un endroit où il fait 3 degrés en moyenne, paumé. Donc on voit bien, au nord de l'Écosse, oui, on voit bien que l'horreur n'a pas de limite et qu'on va exploiter les faiblesses des pays qui souhaitent l'accession, donc qui sont en difficulté aussi pour refuser la demande de l'Union européenne. Et donc ça, c'est très inquiétant parce que c'est donc une idée autrichienne et l'Autriche prend la précédence de l'Union européenne. Là, donc, on en parlait tout à l'heure, c'est la forteresse Europe concrète. C'est la forteresse Europe concrète avec des camps qui nous rappellent quand même d'autres temps et des souvenirs tout à fait horribles. L'autre aspect, vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est cette question de la Turquie pays sûr, entre guillemets, c'est ce qu'on dit. On a décidé une fois pour toutes que la Turquie était un pays sûr, totalement clair, et que donc ça ne posait absolument aucun problème de renvoyer des réfugiés dans ce pays. C'est tout de même assez contestable aussi aujourd'hui, cette question de la Turquie comme pays sûr. Cette notion de pays sûr, d'où ça sort, cette notion-là? Oui. C'est sûr que la Turquie d'Erdogan est loin d'être un pays sûr, puisqu'on y pratique la détention de masse. Les journalistes n'exercent plus librement leur métier, sont détenus, les magistrats sont détenus et arrêtés. Donc nous savons que ce n'est pas vraiment un état de droit, ce n'est plus un état de droit malheureusement. Et surtout, les personnes vulnérables, on a trouvé des enfants des camps des réfugiés qui travaillent dans les textiles, des enfants de 12 ans qui travaillent pour Zara, par exemple. Donc ça, c'est vraiment l'autre aspect, ce sont des procédures accélérées de demande d'asile, vous le disiez tout à l'heure, destinées à renvoyer les migrants en Turquie, dans une conjoncture où les gens arrivent massivement. Ouais. Donc en même temps, c'est très difficile de concilier rapidité et arriver en masse en réalité, du point de vue de la gestion, j'allais dire administrative, sérieuse, de la prise en compte des dossiers de ces demandes d'asile faites par les réfugiés. Il y a aussi une contradiction là. C'est clair que lorsque arrivent 629 personnes sur un lieu, là par exemple en Aquarius, c'est clair que ça pose un problème dans le camp qui va les recevoir, parce que on n'aura jamais des avocats en nombre suffisant. Bien sûr. Mais bon, c'est donc à l'Union européenne de s'organiser, mais avec solidarité et collectivement pour gérer les problèmes. Et l'idée qu'on pourrait arrêter les flux migratoires avec un accord de ce type est une idée assez horrible et assez peu réaliste, parce que les personnes qui n'ont plus rien à perdre et qui craignent pour leur vie, ils vont continuer à migrer. Et donc, le problème ne va pas s'arrêter. Et si nous refusons, si nous croyons que nous pouvons faire de l'Europe une forteresse, la défendre avec les armes, mais c'est vraiment un monde dans lequel nous n'avons pas envie de vivre. Est-ce que vous diriez à l'issue des conclusions de ce rapport que le modèle des hotspots est un modèle condamné et qui ne fonctionne pas en tout cas? On peut dire que c'est un modèle qui ne fonctionne pas, qui n'assure pas le minimum de droits nécessaires pour la sécurité des migrants. Et j'ai envie de... Je pense souvent à Mohamed Vali, qui était un jeune Afghan dont le père a été tué par les talibans, la mère au marché, la petite sœur est morte de peur, son frère a été tué. Il décide d'émigrer, il met 2 ans à atteindre Calais. À Calais, il trouve une famille qui s'occupe de lui, qui lui apprend un métier. Aujourd'hui, il fait sciences politiques. Et son rêve, c'est de revenir en Afghanistan pour être utile à son pays. On voit bien que si on veut construire un monde en paix, c'est par la formation et par l'accueil de ces personnes qu'on peut y arriver. Ce n'est pas en les mettant dans des camps fermés, dans des conditions épouvantables. On crée les conditions de notre propre malheur
en procédant ainsi. Une dernière question, à l'issue de ce rapport, quelles sont les propositions comment l'Union européenne, selon vous, devrait accueillir les migrants pour qu'on passe à travers ces questions-là, quoi? On ne va pas réinventer aujourd'hui l'eau chaude. Je veux dire, c'est une question qui est débattue dans ce Parlement depuis des années et nous l'avons résolue. Nous avons fait une proposition de directive transpolitique qui est de très bonne qualité et qui répartirait la charge, parce que c'en est une, entre tous les États membres. On se heurte aujourd'hui aux égoïsmes nationaux et on se heurte aussi à une idéologie populiste qui fait du migrant l'incarnation de tout le mal, et on ne fait pas le lien entre le chaos du monde que nous avons contribué à créer, et notamment en Syrie par exemple, et ce flux de migration. Que doit devenir cet accord, cet arrangement européen-Turquie alors? Cet arrangement, on le voit bien là, est une honte. L'Union européenne prête main forte à la violation des droits fondamentaux des migrants. Et cela est quelque chose de terrible. Nous devons revenir à la directive révisée de Dublin, telle que le Parlement l'a élaborée, et nous attendons du Conseil qu'il commence le trilogue. On ne peut pas dire que la solution n'existe pas, le travail a été fait, spécialement par vous, parlementaires, et donc la solution, on l'a d'une certaine manière déjà. On sait bien qu'il faut des voies d'immigration légale et sûre pour commencer. Et il faut un traitement évidemment individualisé et sérieux. On ne peut pas traiter sérieusement des demandes si on fait des dizaines par jour. Eva Joly, je vous remercie. Merci. Merci à vous.